Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Grégor, Christian, Nicolas et Francine pour leur merveilleux accueil et pour cette formidable organisation. Merci beaucoup de nous permettre de pouvoir discuter ensemble. J'ai intitulé mon petit topo « La révolution technologique signe-t-elle la fin de l'emploi, de l'entreprise et du salariat et l'avènement du bon travail ?» Entre 2011 et 2013, quelques ouvrages et articles ont suffi pour imposer l'idée que la révolution technologique était en train d'instaurer un nouvel ordre du monde et allait notamment entraîner des mutations radicales du travail et de l'emploi. Un discours quasi millénariste a très rapidement saturé l'espace académico-médiatique mondial, discours qui peut être caractérisé par les 4 affirmations et prédictions suivantes. Premièrement, nous sommes à l'aube d'une grande restructuration. Le changement à attendre est de nature disruptive. Le processus à l'œuvre suit la loi de Moore, c'est-à-dire est exponentiel. Et donc, nous devons nous attendre à la disparition prochaine de l'emploi et à une forme de grand remplacement de l'humain par la machine. Le fameux article de Frey et Osborne de 2013 a ainsi prétendu démontrer que près de la moitié des emplois risquaient de disparaître aux États-Unis d'ici 1 ou 2 décennies. Et cette étude a été copiée un très grand nombre de fois pour aboutir à des résultats équivalents dans d'autres pays. Le second point tempère considérablement cette première annonce apocalyptique. Il consiste à soutenir que le travail, celui qui subsistera, présentera des caractéristiques radicalement différentes de celui que nous connaissons. En effet, le travail, qui est déjà collaboratif, sera appelé à l'être encore davantage. Le crowdsourcing constituera l'une des modalités les plus répandues de son exercice, laissant une place centrale à la coproduction. Et mieux encore, en rupture avec une conception millénaire, le travail ne sera plus souffrance, mais plaisir. Il se confondra avec le loisir, non seulement parce que les tâches pénibles auront été prises en charge par des robots, mais surtout parce qu'il sera devenu autonome, ce qui s'explique en partie par la 3e composante de ce discours. En effet, le déploiement du numérique signe la fin des grandes organisations hiérarchisées. L'entreprise est en voie de disparition parce que les coûts de transaction qui justifiaient son existence, de préférence au recours au marché, par exemple le coût des négociations destinées à s'accorder sur le prix, ou celui de la mise en place de structures contrôlant le respect des obligations, comme le suggère Ronald Coase, sont désormais réduits à rien. L'entreprise n'a plus de raison d'être, il n'est plus besoin d'organisations destinées à coordonner les travailleurs. Les prestations offertes par les offreurs et les demandeurs de services circulent en effet librement au sein d'organisations horizontales, de plateformes ou de réseaux, et les relations sont régies par des prix et des conditions affichées, des conditions générales d'utilisation non négociables qui sont à prendre ou à laisser. Le travail redevient autonome parce que c'est aussi la fin du salariat. Un salariat qui se justifiait historiquement par l'existence de la firme et la nécessité de coordonner des tâches au sein de celle-ci, mais qui n'a plus de justification dès lors que, grâce au numérique, l'unité de temps et de lieu qui caractérisait auparavant une large partie du travail sont en voie de disparition. Enfin, 4e composante de ce tableau, cette révolution technologique constitue la piste principale pour éviter à nos sociétés le risque de stagnation séculaire, parce qu'elle est massivement créatrice de valeur, même si on ne voit pas encore ses effets sur le taux de croissance et la productivité, pour des raisons à la fois de décalage temporel et d'inadaptation des outils de mesure existants. Au cœur de ce discours figure donc l'idée que ce serait hors du salariat, dans les nouvelles formes de travail développées grâce au numérique, des formes souples, hors subordination juridique et organisation pyramidale, que se trouveraient des gisements de travail autonomes. Ainsi, les digital workers, les crowd workers, mais aussi peu à peu tous ceux qui peuvent travailler hors d'une entreprise déterminée, donc hors de l'emprise d'un patron auquel il faut obéir, les travailleurs indépendants, les freelances, les auto-entrepreneurs, tous les self-employed, auraient-ils la possibilité de renouer enfin, au-delà de la parenthèse historique, finalement assez courte du salariat, avec ces figures de travailleurs libres du XIXe siècle, caractéristiques d'une époque antérieure à la révolution industrielle, au capitalisme et au salariat, ces figures que de nombreux auteurs convoquent aujourd'hui à nouveau pour montrer leur caractère profondément désirable.
On ne peut pas ne pas penser, par exemple, aux réflexions développées par Crawford, l'auteur de l'Éloge du carburateur, taraudé par l'absence de sens de son travail. Je cite « Contempler depuis mon quartier des consultants à Washington, l'existence d'artisans indépendants que menait Fred m'offrait au contraire une image de liberté que je ressassais avec nostalgie. » Fin de citation. Il deviendra donc réparateur de motos, un métier artisanal présentant les caractéristiques suivantes. L'action a un début et une fin, elle est entièrement maîtrisée par le travailleur, l'interaction avec l'usager est garantie et génératrice de reconnaissance, les modalités de réalisation du travail sont librement choisies par lui, moment, lieu, séquençage, et respectent les rythmes naturels. Crawford appelle donc de ses vœux une position républicaine sur le travail qui s'inscrit dans la continuité de celle des républicains américains qui s'étaient opposés dans la première moitié du XIXe siècle au développement des manufactures et pour lesquels l'indépendance économique des petits producteurs était jugée indispensable à l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière. Il faudrait donc, selon lui, revenir à cette époque antérieure à la dérive libérale et capitaliste qui s'est opérée au milieu du XIXe siècle pour renouer avec l'autonomie du travail. On pense aussi à d'autres figures du XIXe siècle, françaises cette fois, les ouvriers insoumis au patron, décrits par Poulot, les sublimes, ou encore à ceux décrits par Alain Devers, Alain Cotreau ou Claude Didry, qui se comportaient comme de véritables entrepreneurs, preneurs d'ouvrage, négociant le prix avec le marchand qui leur confiait la matière et libres de travailler au rythme et selon les modalités par eux choisies. Cotreau soutient d'ailleurs dans un très bel article intitulé « Droit et bon droit, un droit des ouvriers instauré puis évincé par le droit du travail » que c'est par un véritable coup de force qu'aurait été appliqué à des ouvriers libres et indépendants un type de contrat, le fameux contrat de louage de service, le futur contrat de travail, originellement destiné aux domestiques, et une position de soumission et de subordination hiérarchique avec laquelle ils n'avaient rien à voir, leur pratique étant à l'opposé. Ainsi, le bon droit, le contrat de louage d'ouvrage, garant de l'autonomie du travail, aurait-il laissé place au mauvais droit et de là au mauvais travail, désormais hétéronome. Le déploiement exponentiel du numérique serait donc susceptible de nous permettre de renouer avec l'autonomie dans le travail, ou pour reprendre les mots de Sophie Bernard, avec l'autonomie hors de l'organisation. Le numérique permettrait enfin de se débarrasser de l'organisation et du même coup des relations de travail contraignantes, et ainsi de renouer en plein XXIe siècle avec les caractéristiques du bon travail. Travail à un rythme humain selon les modalités choisies, à domicile si nécessaire, une forme de retour aux ateliers d'antan, avant la séparation de l'espace de vie et du travail. Les crowd workers constitueraient ainsi ni plus ni moins que l'avant-garde du travail libéré. Peuvent être mobilisées à l'appui de cette thèse les enquêtes de plus en plus nombreuses auprès d'échantillons de ces travailleurs. Je pense à l'enquête de l'OIT auprès de 3500 travailleurs réguliers travaillant pour 5 plateformes dans 75 pays et constituant ainsi la première enquête comparative sur le sujet, ou à l'enquête de la Leeds University Business School réalisée pour la Commission européenne auprès de 1200 travailleurs de plateformes et présentée au colloque CAPLA, Capitalisme de plateforme, un programme de recherche dirigé par Sarah Abdel-Nour et impliquant de nombreux membres de l'IRISO à Dauphine. Et donc, que disent ces enquêtes? Bien qu'une proportion importante des travailleurs indique faire cela par choix, apprécier la possibilité de choisir son emploi du temps et de pouvoir travailler à la maison, et indique trouver cela agréable. L'ensemble de ce discours est cependant à nuancer très sérieusement, chacun des 4 points présentés pouvant faire l'objet d'une profonde remise en cause. Commençons par la question de la disparition de l'emploi. La fameuse étude de Frey et Osborne a été très fortement critiquée, notamment dans sa méthode. Les chercheurs avaient sélectionné 70 postes de travail parmi les 702 de leur base de données, puis ils s'étaient adressés à des experts en machine learning et leur avaient demandé si les tâches correspondant à cet emploi pourraient être automatisées. Les évaluations des experts étaient ensuite étendues à l'ensemble de 702 postes de travail considérés. Les chercheurs opéraient de surcroît un saut logique, considérant que si une des tâches composant le métier était automatisable, l'ensemble du métier l'était. L'étude faisait de surcroît une place centrale au déterminisme technologique.
Toutes les innovations technologiques sont bonnes, toutes s'imposent facilement. Il n'y a de résistance ni des consommateurs ni des travailleurs. Les ludites ont de toute façon perdu, donc n'essayons pas de résister. Il n'y a pas de problème éthique, pas besoin de régulation, pas de débat. Finalement, c'est une étude allemande, également réalisée par des économistes, qui a réduit le nombre d'emplois réduits à 9%. On s'est aperçu que l'étude de Frey et Osborne n'avait pas pris en compte les emplois créés. D'autres études évoquent aujourd'hui le chiffre de 21 millions d'emplois créés. Conclusion, personne n'en sait rien. Et pour cause, puisque cela dépend en grande partie de nous. Sur le travail ensuite. De nombreux travaux, parmi lesquels ceux d'Antonio Casilli, apportent une contre-vision frappante à l'idée que l'emploi disparaîtrait et que nous irions vers un grand remplacement. Les robots et l'intelligence artificielle ne remplacent pas l'humain, mais transforment radicalement le travail par un triple processus d'occultation, de plateformisation et de tâcheronisation du travail, soutient-il. Il n'y a pas raréfaction, mais abondance de travail, le digital labor, externalisé, y compris vers des pays lointains, invisibilisé, sous-payé, voire non payé. Le travail est tâcheronisé plus encore qu'à l'époque de Taylor, puisqu'il est désormais organisé pour être envoyé vers la foule et donc divisé en tâches les plus standardisées possibles. Le risque est grand de voir non plus seulement des entreprises, mais des secteurs entiers réorganisés dans ce seul but. L'actuelle réforme des métiers de la santé en France, notamment la création de postes d'assistants médicaux, pourrait par exemple être envisagée comme le premier pas vers une réorganisation du système de soins, permettant de transférer à des logiciels une large partie des tâches actuellement exercées par les médecins, prise de température, pouls, poids, mesure, libérant ainsi du temps médecin avant que la téléconsultation ne soit entièrement déléguée et gérée par un chatbot. La tâcheronisation est donc porteuse de conséquences immenses, notamment la disparition non pas du travail, mais bien des métiers et de leur possible exercice autonome. Les enquêtes récentes confirment la sous-rémunération de ces travaux. L'enquête de l'OIT, dont on a déjà parlé, publiée il y a quelques jours, montre qu'en moyenne, les travailleurs de ces plateformes gagnent 4,43 $ de l'heure, 3,31 $ si l'on inclut les heures de travail non payées, par exemple pour rechercher les clients, et qu'ils pratiquent des horaires atypiques. 43% disent travailler la nuit et 68% le soir. Le paiement à la tâche explique les longues heures de travail et leur caractère atypique. S'agit-il d'un travail autonome? Et les travailleurs des plateformes numériques du XXIe siècle ont-ils quelque chose à voir avec les ouvriers preneurs d'ouvrages de Cotreau ou l'artisan de Crawford? Comment définir l'autonomie? Est-ce que le fait pour le crowdworker d'aller sur son ordinateur quand il le veut ou pour le chauffeur Uber de se connecter lorsqu'il le souhaite suffisent à qualifier le travail d'autonome? Devoir respecter scrupuleusement la tâche prescrite, repérer un chat parmi un ensemble d'images, ou suivre l'itinéraire recommandé par l'algorithme, ainsi qu'un volumineux ensemble de consignes, est-ce compatible avec un travail autonome? Et le fait d'être payé à la pièce est-il nécessairement constitutif d'un travail indépendant? À mieux regarder l'organisation du travail dans cette première moitié du XIXe siècle, grâce aux analyses de Didry notamment, on comprend mieux que cette assimilation est hâtive. Car à l'époque, l'ouvrier pouvait être à la fois entrepreneur, preneur d'ouvrage à prix fait, et donc négocier avec le marchand le prix de la pièce, et chef d'atelier ou tâcheron distribuant le travail à une équipe d'ouvriers, qui pourront d'ailleurs eux-mêmes le redistribuer dans une longue cascade de sous-traitance, et les payant à la journée. Mais dans le premier cas, l'entrepreneur, chef d'atelier ou tâcheron, négocie bien le prix et décide de l'organisation du travail à mettre en place. Il est bien autonome, alors que les ouvriers qu'il embauche doivent, eux, suivre les consignes et réaliser scrupuleusement les tâches. C'est à ces derniers que nos travailleurs de plateforme sont comparables, les crowdworkers ressemblant d'ailleurs étrangement aux travailleurs à domicile du sweating system à la mode au XIXe siècle, bien décrit par Pauline Barraud de Lagerie. Comme eux, ils ne négocient absolument pas le prix, mais sont au contraire exploités par le tâcheron, c'est aujourd'hui la plateforme qui joue ce rôle, comme le souligne Alain Deverpe. Je cite, « Le tâcheron ou marchandeur devient ainsi lui-même un petit entrepreneur. Son intérêt, une fois la tâche prise, est de réduire au maximum la part rétrocédée aux ouvriers. » Fin de citation.
Le switching system a abouti à une intensification de la concurrence sous la forme d'un travail à domicile qui a dû son développement pour partie au fait qu'il échappait à toute réglementation et qu'il se confondait avec l'activité domestique dévolue aux femmes. Comme les travailleurs à domicile, nos travailleurs sur les plateformes sont considérés comme des indépendants, des freelances, des self-employed, peu importe, ce qui a pour effet de les priver de toutes les protections attachées au statut de salarié. Il y a bien pourtant derrière ces plateformes de véritables entreprises, qui n'ont donc pas disparu, qui mobilisent le travail d'autrui à leur profit, mais parviennent à faire échapper la relation qu'elles entretiennent avec leurs partenaires, à la fois au contrat d'entreprise, qui supposerait une négociation et des coûts de transaction, et au contrat de travail, le tout grâce aux conditions générales d'utilisation qui jouent le rôle de cadre. Comme dans le switching system, les travailleurs des plateformes sans aucune protection sont soumis à une concurrence délétère qui permet une sous-rémunération structurelle. C'est précisément pour mettre un terme à celle-ci qu'au début du XXe siècle ont été prises en France un ensemble de mesures visant à réglementer cette situation qui devrait nous inspirer aujourd'hui pour réguler les plateformes. La loi de 1915 sur le salaire minimum des femmes travaillant à domicile a obligé toute personne faisant exécuter des travaux à domicile à en informer l'inspecteur du travail et à tenir un registre indiquant le nom et l'adresse de chacune des ouvrières occupées, permettant ainsi de rendre visible la longue chaîne de travailleurs jusque-là occultés, d'identifier l'employeur au-delà de l'intermédiaire qui fournit l'ouvrage et de mettre en évidence l'unité d'une organisation, une sorte de manufacture dispersée. C'est cette unité que le juge américain met en évidence lorsqu'il requalifie les travailleurs de certaines plateformes en salariés, arguant de la similitude de leur activité avec celle du donneur d'ordre, mais aussi du fait qu'ils n'ont pas les moyens de leur indépendance parce que la clientèle ne leur appartient pas et que cette notion d'entreprise est une coquille vide. Comme l'ont montré Levrato et Cerverin ou Sarah Abdel-Nour, ils ne sont pas de vrais entrepreneurs. Enfin, en 1957, et après une longue bataille due au fait que les relations du travailleur à domicile avec l'employeur n'étaient pas considérées par les juridictions comme relevant du lien de subordination juridique, les travailleurs à domicile seront assimilés à des salariés. Il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe un lien de subordination juridique, le nombre d'heures effectuées, si le travailleur se procure lui-même les fournitures, si le local et le matériel lui appartiennent, s'il travaille sous surveillance immédiate et habituelle. Le fondement de la distinction entre travailleurs à domicile et travailleurs indépendants est que le premier travaille exclusivement pour des entreprises qui fixent les procédés de travail, les délais d'exécution et pour lesquels la rémunération est préétablie, alors que les seconds ont la possibilité de constituer une clientèle composée à la fois d'entreprises et de particuliers. Une voie sans doute à suivre pour les travailleurs des plateformes, de manière à conforter ce qui reste sans doute, de manière à conforter un salariat qui reste sans doute encore aujourd'hui, malgré toutes les critiques, un des vecteurs privilégiés du bon travail. Merci beaucoup.